Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Hey, Hey, salut à tous. Salut, je suis Ciné. salut Rodo. Tu me fais le plaisir de venir dans un entretien hors série, donc le 8e. On va parler d'un petit film sympa. Sympa. Mais avant ça, donc on va parler un petit peu de toi. Donc je suis Ciné. Tu es un peu un nouvel arrivant dans le monde du podcast et Ouais. cinéma. Donc, je te laisse nous expliquer un peu ce que tu fais. Ouais, nouvel arrivant. J'étais là, on va dire, depuis un certain temps on va dire, le YouTube ciné français, mais j'étais derrière la caméra. Enfin, j'étais dans les commentaires, j'étais à visionner les vidéos des nombreux abonnés, enfin chaînes auxquelles j'étais abonné. Et puis j'ai décidé à mon tour de passer sur la plage de créateurs. Pour le coup, c'est vrai que le podcast est le format avec lequel je me sens le plus à l'aise. Et donc, j'ai créé ma chaîne il y a 4-5 mois. Je suis vraiment actif, en tout cas de manière régulière depuis maintenant un mois et demi. Et je partage avec de nombreux autres créateurs. Il y a une vraie communauté très accueillante, très sympathique. Et voilà, petit à petit, ma chaîne se développe. Et c'est un plaisir justement de rencontrer des gens comme toi qui font confiance à des débutants comme moi. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, bienvenue sur YouTube et longue vie à ta chaîne et à tes podcasts. C'est sympa, merci beaucoup. Moi, en tout cas, c'est sur un live de Nico Ciné que je t'ai vu. Et donc, en parlant d'entretien, toi, tu as choisi un film donc, qui parle de drogue dure. Donc c'est pour ça qu'on va être sur un hors-série. Je rappelle à tout le monde un peu la thématique des entretiens. Donc c'est étudier comment les drogues sont abordées dans le cinéma. Dans les entretiens classiques, on aborde le cannabis, enfin, en tout cas les drogues plutôt douces. Et dans les hors-séries, on peut aborder aussi donc les drogues dures. Et donc là, je te laisse annoncer le film dont on va parler. Alors, ce soir, j'ai décidé d'évoquer avec toi Basketball Diaries. Donc, un film sorti aux États-Unis en 1995, en France seulement en 1998. Et c'est un film que moi j'avais découvert parce que je suis passionné de basket. Donc le titre m'avait parlé. J'avais vu Leonardo DiCaprio, donc qui est l'un de mes acteurs favoris. J'ai visionné la majeure partie de ses œuvres, même si j'en ai encore à rattraper. Et je me suis fait, entre guillemets, prendre, peut-être ne suis-je pas le seul, par le titre du film, tout simplement. Je me suis pas intéressé au synopsis, j'ai foncé sans connaître l'histoire, et je suis tombé dessus comme ça. Voilà. Je me suis fait prendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que il y a un piège, en fait. On s'attend à un film de basket, et en fait, en réalité, on est plus sur un film sur la dépendance aux drogues et la déchéance dans laquelle les drogues dures peuvent amener les gens qui en prennent. Le basket n'est qu'un décor dans ce film. Ça aurait été Football Diaries, ça aurait été la même chose. Le film aurait été le même. Le basket n'est vraiment qu'un décor dans cette œuvre. Faut pas se fier au titre. Ouais, donc c'est un film de Scott Calvert, pardon, qui a pas fait énormément de films, qui a fait 2 films et qui est décédé en 2014, donc à 49 ans.
C'est un film qui est adapté d'un roman autobiographique de Jim Carroll. Donc Jim Carroll qui a ensuite fait des poèmes et qui est devenu un peu une célébrité aux États-Unis, quoi. D'accord. Donc et j'ai noté aussi que la musique a été faite par Graham Revel. Et donc, c'est en fait un musicien qui a fait la musique d'énormément de films. Donc, il a fait les musiques de The Crow, du film Le Saint, de Spawn, du Négociateur, de La Main qui tue, du film Blow. Enfin, bref. Donc c'est un grand compositeur. C'est un film, donc comme on l'a dit, sur un roman autobiographique. Donc le personnage principal, qui est joué par Leonardo DiCaprio, il écrit en fait dans un petit bouquin en fait ce qui se passe. Et puis en fait c'est un peu l'idée du film, quoi, d'avoir un topo de la vie d'un jeune qui habite à New York à la fin des années 60. C'est ça. Au niveau du casting, il y a un gros, enfin gros casting. Il y a pas mal de gens, Leonardo DiCaprio et Mark Wahlberg qui c'est ça qui est. Alors, ils sont jeunes dans le film, c'est assez drôle de les revoir aussi jeunes. Mais à côté de ça, il y a quand même aussi des acteurs importants comme Lorraine Bracco, qui avait joué dans Les Affranchis, qui là joue la mère de Leonardo DiCaprio. Et on a Juliette Lewis et Bruno Kirby. Donc, casting assez important. Et donc l'histoire, c'est un peu une descente aux enfers, quoi. Enfin, je sais pas comment toi tu as vu le film, mais c'est totalement ça. C'est finalement un jeune à qui effectivement il n'a pas une vie toute tracée, mais il est issu de la classe moyenne américaine. Il vit dans les quartiers pauvres, un peu malfamés quand même de New York, avec sa mère. Qui travaille a priori comme femme de ménage dans un restaurant, ou en tout cas comme serveuse dans un restaurant. Lui, sa chance, c'est de pouvoir, au travers du sport, obtenir une bourse d'études pour accéder, entre guillemets, à un statut social décent, tout du moins. Et petit à petit, il va se laisser prendre par les tentations de la rue, si j'ose dire, et lui et d'autres personnes de son entourage vont petit à petit sombrer dans les travers de la drogue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en fait un groupe d'adolescents qui vont s'engrainer en fait mutuellement pour faire. On voit au début du film que c'est pas des voyous, mais ils se comportent de temps en temps un peu comme C'est tel. la petite frappe. C'est exactement, ouais, c'est de la petite frappe. Et en fait, il y en a toujours un pour réussir à engrainer les autres. Donc, il rentre un peu dans une spirale infernale qui va les amener à faire plein de découvertes, plein d'expériences. Et notamment l'expérience des drogues. Et puis après, au fur et à mesure, des drogues de plus en plus dures. Et puis donc après, effectivement, le film, en tout cas, est assez sombre parce que en fait, les personnages, il y a plusieurs personnages dans le film qui sont des gens qui tirent vers le bas. Enfin, je pense notamment à l'entraîneur
qui a un entraîneur qui est assez sordide, parce on comprend assez rapidement qu'il n'a pas que des intentions, on va dire, de prof de sport, quoi. Il a aussi des vues Oui, sur certains joueurs, et donc lui, enfin voilà, c'est un peu un pervers, et on voit aussi que donc l'école dans laquelle sont les enfants, c'est une école catholique, où le professeur, enfin le maître d'école est sur un peu une rigueur à l'ancienne, enfin, et prend du plaisir aussi à punir, à punir les enfants. Enfin, on voit qu'il y a un petit côté quand même. Je sais pas s'il y a un côté malsain à prendre du plaisir. En tout cas, il fait figure d'autorité. Et pour ces jeunes-là qui ont tous 15, 16, 17 ans, ils sont dans l'âge où ils veulent se rebeller, et c'est à celui qui défiera le plus l'instructeur, en gros. Ouais. Et dès le début du film, on nous présente que eux, ils sont au-dessus, enfin, ils cherchent dès l'instant où ils se trouvent à l'école à dépasser les règles, et ils n'ont que faire de finalement d'être punis, d'être réprimandés. Pour eux, l'objectif, c'est vraiment de s'amuser, peu importe si justement ils en viennent à se faire punir, quand bien même ce soit ensuite par un sévice corporel. Et au final, chacun va essayer d'aller le plus loin possible pour pousser à bout justement le corps enseignant, jusqu'à au cours du film être pour autre raison que, enfin, c'est parce qu'ils vont avoir dépassé les limites et les règles, mais ils vont se faire exclure et virer de l'école, donc sortir du système scolaire, et ça va être effectivement dans leur processus petit à petit de descente aux enfers, le début de quelque chose. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est vraiment des jeunes au début du film qui aiment jouer au basket. Et en fait, au fur et à mesure où le film avance, et moins on voit de basket, en fait, ils vont se détacher de tout du basket, ils vont se détacher de l'école, ils vont se détacher de leur famille, et se détacher aussi les uns des autres. Tout à fait. Le groupe va se délier. Ils vont essayer, pour survivre et subsister, de s'entraider jusqu'à ce que la drogue, pour des amis qui paraissaient justement liés pour le meilleur et pour le pire, en venir à se séparer, parfois même s'abandonner, se trahir. C'est la drogue qui petit à petit va consumer chacun d'eux et faire ressortir leurs plus mauvais traits, un égoïsme vraiment exacerbé, parce que justement leur dépendance sera tellement forte que ce sera eux avant les autres, et ils ne verront que justement la drogue comme possibilité dans leur parcours de vie. Ouais, c'est ça. Là, on parle vraiment de junkies, donc c'est des gens qui n'ont plus que d'idée que leur prochaine dose et comment obtenir leur prochaine dose. Donc c'est sûr que ça amène à plusieurs reprises à des moments, à des scènes en tout cas, qui montrent l'être humain dans ses derniers retranchements, quoi. Donc c'est sûr que c'est un film qui est assez dur. Il y a une scène notamment d'agression, moi, qui m'a vraiment surpris de par sa violence. Tout ça pour une poignée de dollars, parce que effectivement le moindre dollar, soit gagné, soit acquis, soit justement volé, et dépensé dans de la cam.
pour eux, leur argent n'est pas, même quand ils se retrouvent, on va dire, dans une situation de précarité extrême, l'argent sur lequel ils peuvent justement compter et économiser, elle n'est pas destinée à sortir de cette précarité. Elle est destinée à l'achat de leur consommation. Oui, et puis on voit, alors il y a pas mal de situations, enfin ils essayent d'avoir de l'argent de plusieurs manières possibles, mais à la fin du film, on voit même les gens se prostituer pour la drogue. Donc le film sort quand même en France 2 ans avant Requiem for a Dream. Il y a quand même un écho pour moi entre ces deux films, même si en termes de mise en scène et tout ça, c'est vraiment des films qui sont différents. Dedans, on croise, enfin, on peut croiser des parcours qui se retrouvent en fait, où les gens, en tout cas, le profil de Leonardo DiCaprio, c'est pas quelqu'un de bête ou quoi. On voit bien que c'est quelqu'un d'intelligent, mais qui se laisse en fait engrainer et qui alors c'est vrai que sa vie, et notamment il y a une chose qu'on n'a pas évoquée encore, mais qui à mon avis est vraiment fondamentale dans le film, c'est que à la base c'est une bande de 5 amis, et que ils ont un ami à eux qui en fait dès le début du film, nous on le voit à l'hôpital parce qu'il a une leucémie, je crois que c'est une leucémie, tout à fait. Et donc, voilà, il y a sûrement ce côté, on veut profiter de la vie par rapport à ce qui est arrivé à notre ami. Peut-être que moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu plutôt parce que effectivement, donc Jim, le personnage interprété par DiCaprio, est celui qui semblait être le plus proche de Bobby, le fameux personnage qui est atteint d'une leucémie et qui va malheureusement succomber. C'est le personnage qui est le plus proche, et moi, au moment où son décès arrive, c'est le début, on va dire, de la descente aux enfers, puisqu'il va se tourner, en tout cas, il va se laisser tenter par la drogue et de plus en plus se tourner vers elle. Moi, je l'ai plutôt senti comme Bobby, c'était le plus talentueux d'entre nous, c'est celui qui avait le plus bel avenir. La maladie l'a emporté, entre guillemets, alors excuse-moi l'expression, mais chienne de vie. Elle a emporté le meilleur d'entre nous. Que ça sert à quoi de se battre, entre guillemets, alors qu'on peut partir d'une maladie du jour au lendemain. C'est injuste. En gros, il cherche justement à se venger de la vie, puisqu'il trouve la vie injuste. Là, il y a notamment un moment, le groupe d'amis qui discutent de Bobby en rappelant les bons, les mauvais moments, etc. Et chacun justement donne un petit peu son avis. Et à un moment, Jim donc s'énerve en expliquant que vous avez beau discuter et refaire le monde sur les souvenirs que vous avez de Bobby, finalement, vous n'étiez pas là dans les mauvais moments pour l'accompagner jusqu'au bout, et vous ne savez même pas quel genre d'homme c'était, quel brave type c'était, et on comprend effectivement que c'était Jim qui était le plus proche. Et à mon sens, quand Bobby est parti, c'est une partie de Jim qui est morte avec lui, et ensuite sa volonté, enfin il n'avait plus goût à la vie. C'est ça, c'est-à-dire que déjà on voit qu'il a un père qui est absent, mais on ne sait pas trop, ou alors on ne sait pas trop où est son père, mais en tout cas on n'a aucune information. On ne le voit pas, et on le voit perdre son ami le plus proche. Donc clairement, on sent que voilà, il y a une fragilité à ce niveau-là, qu'il n'a pas forcément de limite. En plus, on comprend assez vite que sa mère n'a pas vraiment le dessus sur lui, même s'il est très jeune. Voilà, et donc il est livré à lui-même. Au début du film, on comprend que chacun de ces jeunes-là connaît les dangers de la drogue, puisque il rencontre
un personnage féminin qui clairement se prostitue et vendrait qui se trouve être une junkie et qui est prête à se prostituer même vis-à-vis de jeunes adolescents comme eux pour quelques dollars, simplement dans le seul but de pouvoir acheter sa consommation. Ils voient justement quelles sont les affres de la drogue, que une personne peut-être qu'ils avaient connue en parfaite santé se retrouve complètement justement dépendante et consumée par la drogue. Ils en sont conscients, ils se moquent clairement d'elle au départ, et finalement, c'est cette même personne que certains d'entre eux vont retrouver quelques temps plus tard, et finalement en arriver dans la même situation qu'elle. C'est vrai que le personnage de Juliette Lewis que tu évoques là, Oui. Elle, au début du film, donc elle leur propose une fellation. Une fellation, mais comme tu l'as dit, quoi, pour quelques dollars. Pour 15 ou 20 dollars, voilà, simplement parce qu'elle sait que ça va lui faire sa conso de la journée. Voilà. Oui, et donc ça montre bien que effectivement ils sont en fait que à la recherche de leur dose. Et à un autre moment du film, on voit que Leonardo DiCaprio a 35 dollars et Mickey, quand il apprend qu'il a 35 dollars, il dit tout de suite avec ça on va pouvoir tenir 2 jours. Enfin, tu vois bien qu'en fait ils sont que dans une logique de tenir en fait. Qu'est-ce qu'on a, combien de temps on va pouvoir tenir avec ce qu'on a. C'est ça, et puis que leur rapport à l'argent est fait en fonction de leur consommation de drogue. Pour eux, la valeur 35 dollars ne peut-être représente rien, sinon 2 doses, 3 doses. Voilà, ils comptent en fonction de ce que la valeur dont ils sont bénéficiaires leur permet d'acheter. Et justement, la façon dont il a obtenu ces 35 dollars, il y a un écho terrible dans le film, c'est qu'il les obtient d'une façon qu'il n'aurait jamais justement accepté avant d'être dépendant à la drogue, puisqu'on lui a même fait ce type d'avance, et fort heureusement, il a eu la présence d'esprit, le courage, étant plus jeune, de refuser les avances, en l'occurrence d'un homme qui souhaitait justement abuser sexuellement de lui. Ouais, ça montre clairement que les barrières sautent petit à petit, quoi, que toutes les limites que normalement l'être humain se pose pour se respecter, en fait, sont brisées au fur et à mesure. Il y a plus d'un et le personnage de Leonardo, justement, on suit vraiment ce personnage-là en particulier dans le film. Bien sûr. Et il a des opportunités de s'en sortir en plus. Alors, heureusement, voilà, c'est un film par rapport à Requiem for a Dream où on a, en plus, là on est sur une histoire vraie, une autobiographie. Donc, la fin est quand même un peu plus, on va dire, un peu plus ouverte, et on sait que le personnage en fait de Jim Carroll, lui, a continué probablement à prendre des drogues, mais n'a pas replongé, en tout cas vraiment dans la drogue dure et dans une dépendance, dans la dépendance et dans le fait d'être un junkie. Par contre, les autres personnages, on sait pas trop comment ils finissent. On sait qu'il y en a un, le personnage qui est joué par Mark Wahlberg, Mickey. Lui, ça dérape dans le film, donc c'est en même temps le personnage le plus fou. C'est lui, je pense, quand même, qui la plupart du temps tire vers le bas l'équipe, on va dire. Oui.
Et, et c'est lui en même temps qui finit le plus mal. Donc quelque part, il y a une logique qui est assez respectée dans le film. On a aussi un personnage du groupe qui se désolidarise assez rapidement et qui du coup lui continue à faire du basket, continue à rester dans l'école, et donc réussit. Et donc on a vraiment ce parallèle qui est assez dur, qui montre en fait la réalité, hein, mais qui fait que Leonardo DiCaprio à un moment donné voit à la télé son ancien ami camarade. qu'il a abandonné, et il le voit faire le match de basket. Je pense que c'est le match pour être éventuellement pris en NBA ou pas après le. Oui, c'est effectivement, il est possible que ce soit justement une rencontre universitaire entre les meilleurs prospects, c'est le terme qu'ils utilisent dans le basketball américain, les meilleurs espoirs pour intégrer la NBA, effectivement. Mais et comme tu dis, il y a chaque jeune de cette bande a, on va dire, une destinée différente. Il y a donc effectivement Bobby qui était le jeune atteint par la maladie qui vient malheureusement en succomber. Il y a Neutron qui est le jeune talentueux et qui a un avenir, en tout cas dans le basket, s'il poursuit de par son talent. Jim avait ce talent-là, mais il a, sous le coup de mauvaises décisions, mauvaises influences, il est tombé dans une dépendance à la drogue qui a complètement ruiné ce futur potentiel. Il y a effectivement également Mickey, qui est, je suis d'accord avec toi, le maillon, enfin non, le maillon ferme n'est pas le terme, mais qui est vraiment celui qui parfois a le plus de vices, le plus fou, celui qui est à chaque fois le plus proche de dépasser les limites, et il va les dépasser une fois qu'il va vraiment être dépendant à l'alcool, donc, et qui justement tire les personnages vers le bas, puisque même lorsque Jim entretient dans son petit journal intime le récit, enfin il écrit des poèmes, c'est lui qui va, enfin Mickey justement va se moquer des poèmes de Jim en essayant de le rabaisser, ou en tout cas en le ridiculisant, alors que justement c'est le jardin secret de Jim, et il va vraiment défendre, s'opposer à ce que soient lus justement ces poèmes qui représentent une parenthèse par rapport à l'aspect extérieur qu'il donne de lui. Et il y a également donc le personnage de Pedro qui est pour moi l'archétype du personnage suiveur dans une bande. C'est celui qui ne prend pas les décisions, c'est toujours le camarade, celui qu'on envoie un petit peu au front pour faire les bêtises et éventuellement se faire prendre. Et dans la suite du film, effectivement, il va se faire embrigader par des personnages qui sont plus forts que lui et plus meneurs que lui, comme Jim ou Mickey. Et lorsque la situation va être un petit peu que les adolescents vont perdre le contrôle de la situation quand ils vont faire leur sale coup, leur larcin, le plus faible va entre guillemets en payer les pots cassés le premier, et ce sera le personnage de Pedro. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Pour essayer de récapituler un peu les points, moi, ce que, en tout cas, j'ai trouvé les points marquants du film, les points forts, c'est que déjà, il y a une bonne immersion dans les quartiers et dans le New York des années 60. Je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais je trouve que, pour le coup, on est bien immergé dans ce monde qui est un peu crasseux, sale, effectivement. On voit la misère. Il n'y a pas, pour le coup, dans ce film, il n'y a pas un côté clair, un côté sombre qui est montré. On ne voit que le côté sombre. On ne voit pas à un moment un personnage, à part peut-être effectivement Neutron, mais on le voit de loin à la télévision. On ne voit pas à un moment les beaux quartiers ou quoi que ce soit. C'est vraiment centré autour de Jim, de son histoire. Et on voit que l'univers ambiant dans lequel il gravite, c'est le New York de classe moyenne, voire de faibles conditions sociales. Et pour avec justement les quartiers malfamés, les junkies qui encore plus quand ils finissent dans des squats. Oui, encore plus, effectivement. Parce qu'ils vont rapidement se retrouver dans des squats
Et là, clairement, on n'est plus dans les beaux quartiers, on est vraiment dans les bas-fonds, quoi. C'est ça. Les personnages sont vraiment bien incarnés par les acteurs. Je trouve que Oui, oui. on a des stéréotypes, tu l'as dit tout à l'heure. On a effectivement Pedro qui est vraiment le suiveur, mais justement, je trouve que ça colle bien avec le avec l'acteur, le Tout à fait. rôle. Pareil pour Mark Wahlberg dans ce film-là, il est un peu, on va dire, à contre-pied de ce qu'on peut le voir d'habitude, où il va plutôt avoir un bon fond et Oui, mais pour le coup, alors je sais pas quel âge il pouvait avoir au moment du film. J'avoue ne pas avoir fait la vérification au préalable, mais physiquement, on voit déjà que c'est lui l'un des plus grands, le plus costaud. Il a déjà un gabarit imposant et justement, on voit que lui, c'est entre guillemets un enfant presque de la rue. Il a connu, enfin euh, les quartiers malfamés, c'est presque justement, enfin c'est son quotidien, mais c'est presque pour lui quelque chose de naturel et on voit mal comment il pourra s'en dérober. Euh, il aspire quand Jim justement, lui au travers de ses poèmes ou même du basket, aspire à s'évader vers de meilleurs horizons, quelque chose une situation sociale plus intéressante. Euh, Même si effectivement on suit l'histoire du point de vue de Jim, hein, à aucun moment il nous est présenté que le personnage de Mickey a une possibilité, lui, un talent, quelque chose, un exutoire pour s'en sortir. Lui, c'est vraiment du début à la fin, la rue et ensuite donc la drogue qui vont vraiment être son credo de vie et petit à petit le tirer vers le bas. ouais, c'est le personnage un peu de nos futurs, ouais. Je vois ce que tu veux dire. En plus, comme tu l'as dit, il a aucune aspiration à réussir. En fait, il vit que d'arnaque, sa seule productivité, c'est de voler des gens ou de. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est un personnage où, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, t'as pas d'empathie pour lui et en fait t'attends un peu le moment où tu te dis plus ils vont rester avec lui, plus ils vont leur arriver des problèmes. Donc finalement t'attends presque avec impatience le moment où ils vont se désolidariser de lui. Bien sûr. Et bon, ça arrive dans le film. Hein. Donc, Oui. mais c'est assez. Ce personnage-là, ouais, c'est vrai qu'il est. Et puis donc, de voir Mark Wahlberg jouer ce personnage-là, c'est vrai que c'est Très bien intéressant. interprété. Quoi. Très bien interprété. Il pourrait, dans un film comme ça, y avoir, parce que les compositions des personnages sont vraiment éparses et difficiles, il pourrait y avoir un acteur qui dénote ou quoi que ce soit. Non, personnellement, je trouve que tous les personnages, comme tu l'as rappelé, sont incarnés. Il y a vraiment des performances d'acting très intéressantes et vraiment touchantes. Et évidemment, même si l'histoire tourne autour de DiCaprio et que c'est lui qui, on va dire, porte le film, le personnage de Mickey, le personnage de Reggie, tous ces personnages jouent leur rôle avec une bienveillance en ce qui concerne Reggie, avec une dureté en ce qui concerne Mickey, vraiment, vraiment incroyable. On va passer, je pense, un peu aux drogues. De toute façon, le film est sur les drogues, donc depuis le début, on parle que des drogues, mais comme ça, on va évacuer un peu le sujet pour essayer juste à la fin de parler des quelques thématiques qui ne sont pas en rapport avec la drogue. Mais pour moi, en tout cas, je trouve que au niveau mise en scène, il n'y a pas d'effet spécifique. Il y a quelques plans. Je sais que la première fois qu'il prend de l'héroïne, on voit une espèce de champ de fleurs. Comme il y a un côté où on a l'impression qu'il découvre une certaine liberté ou quelque chose
Il y a une espèce d'imagerie, en tout cas, où on le voit marcher dans un champ, C'est ça. alors que c'est pas du tout le genre de choses qu'il y a aux alentours de là où il se situe. Donc il y a un côté évasion. On comprend qu'en fait, c'est une sorte d'évasion et qu'ils vont chercher quand même à prendre de la drogue pour fuir, en fait, leur quotidien. Mais c'est assez dur dans ce film-là de comprendre que leur quotidien est horrible alors qu'il n'a pas l'air de l'être. Tu vois, enfin, c'est Oui, un quotidien d'écoliers qui jouent au basket. Ils sont entre copains, ils vont se baigner au lac. Enfin, je veux dire, en soi, il n'y a pas non plus de. Mais même dans ce niveau de vie-là, l'héroïne était quand même vachement présente. Donc, c'est bien mis en scène, mais il n'y a pas spécialement, il n'y a pas d'effet vraiment à noter, quoi. Je pense qu'il y a une volonté d'être réaliste, quoi. oui. Je sais pas ce que Surtout t'en as que pensé. le premier rapport à la drogue que chacun a, dans un premier temps, c'est même pas forcément. Enfin, oui, c'est effectivement pour trouver un exutoire passager et pouvoir se libérer de l'endroit effectivement où ils vivent. Mais en ce qui concerne DiCaprio, on lui transmet de la drogue pour bientôt lui indiquer, alors qu'il se trouve avec une jeune femme et qu'il va passer à l'acte, que ça lui apportera justement, ça lui fera du bien et que justement ça l'aidera même à être meilleur pour la chose, pour justement l'acte sexuel. Donc dans un premier temps, il y a même une naïveté, sans doute, une innocence dans le rapport à la consommation de drogue. Et justement, cette première consommation pour Jim. C'est surtout que, si je me rappelle bien, en fait, la première fois qu'il consomme, c'est limite la fille avec qui il est qui le pousse un peu à consommer. Enfin, donc, il y a un côté engrenage. De toute façon, on voit bien que souvent, le personnage de Jim, il est aussi suiveur, quoi. C'est-à-dire que il laisse beaucoup les autres prendre des décisions pour lui, quoi. Oui, Il y a un côté où si quelqu'un le fait, je le fais aussi, mais c'est pas forcément lui qui aurait été prendre des drogues de son propre chef. Il a attendu qu'on lui en propose pour quelque part. Enfin, ouais, D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand tu réfléchis, le côté suiveur de Jim également, c'est vrai lorsqu'il se rend chez les jeunes filles en question, puisque c'est Neutron qui l'emmène. La première consommation, c'est la jeune fille en question avec qui il va passer la nuit. Lorsqu'ils sont amenés justement à aller à consommer de la drogue, il est tantôt meneur, tantôt suiveur dans son rapport avec Mickey. Et enfin, quand on le sort, entre guillemets, de cette dépendance à la drogue, c'est pas lui qui prend la décision, c'est Reggie qui l'aide à s'en sortir. Et donc, en quelque sorte, c'est Reggie qui le sauve, qui lui fait un sevrage et qui décide de le sauver. Donc, et même quand au final, quand tu réfléchis même encore plus, quand il fait mine de prendre des décisions et décide de partir de chez sa mère, elle le met en même temps un petit peu, elle le fout dehors. Et quand il décide, lui, de soi-disant démissionner de l'école, finalement, il vient de se faire virer. Voilà, donc, quand lui fait mine de prendre des décisions, il les subit, ou en tout cas, c'est des décisions imposées, et les autres décisions qu'il prend, ou il se fait embrigader, ou on les prend pour lui. Donc, non, on peut dire dans un degré de lecture que finalement, toutes ces décisions, toute sa vie, il l'a subi. Il l'a subi et finalement, dès l'instant où il consomme de la drogue pour la première fois, et même avant, puisque c'est Neutron qui l'emmène chez les jeunes filles, il n'est pas maître de son destin.
En tout cas, il subit son destin en prenant des mauvaises décisions et en suivant les mauvaises personnes. Ouais, mais c'est du coup, je pense, pour lui, une façon de ne pas prendre des décisions, en fait, et tu vois, de suivre sans être celui qui a amené les. Donc c'est sûr que finalement, le personnage de Mickey, il a bon dos, parce que justement, il va lui permettre de faire plein de trucs que lui ne se permettrait pas de faire au départ. Donc il se joue un peu de ça. Donc au niveau crédibilité, hein, sur les drogues, bah, tout comme le film est réaliste, pour moi, ça semble crédible. En même temps, c'est pas beaucoup montré pour le coup. Ils insistent pas trop sur la drogue, enfin la prise de drogue. En fait, on voit beaucoup la déchéance, on voit beaucoup le manque, on voit beaucoup ces effets-là. Par contre, la prise de drogue en elle-même, on les voit assez peu. Mais en tout cas, le peu qu'on voit, c'est crédible. Il n'y a pas de, il y a rien d'exagéré ou quoi. Et donc le troisième axe, c'est la place de la drogue dans le film. Et donc là, je pense que tout le monde a pu constater qu'on parle que de ça depuis tout à l'heure parce que c'est central au film. C'est-à-dire que c'est vraiment après pour moi vraiment le film c'est la déchéance de l'être humain et là le vecteur c'est la drogue, qui fait que le personnage va aller dans cette direction là et c'est donc central au film. Mais c'est une vision des drogues et du manque et de la dépendance qui est sur les drogues dures. Donc c'est sûr que on peut pas vraiment aborder le sujet en rigolant. Enfin là pour le coup, enfin les situations et les scènes que vive le personnage, on comprend bien que c'est dramatique et que c'est le plus bas, enfin c'est la déchéance en fait, c'est quand l'être humain n'a plus aucun respect pour lui-même et qu'il est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour obtenir la seule chose qu'il veut, qui est de la drogue, quoi. Donc en fait, c'est tout ça pour un moment de bonheur passager. C'est ça, on le voit même pas. C'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait tout ça pour des moments qui devraient être pour eux des moments d'évadement, enfin ouais, mais on les voit même pas ces moments dans le film en fait. Non. Nous on voit en fait le rythme du film ne fait que te montrer le déroulement en fait qui va que la descente aux enfers progressive tout simplement. Exactement. Et effectivement, tu parles de rythme, le rythme du film est très bien construit. On voit le rapport dans un premier temps aux drogues. Dans un premier temps, il nous montre le rapport des personnages aux drogues, ensuite les prémices, la descente aux enfers et enfin les tréfonds ou en tout cas la conclusion à la fin de cette histoire, comment s'en sortent chacun des personnages dans leur rapport à la drogue. En fait, le film, de manière générale, je trouve que c'est pas une mise en scène où on va vouloir t'en mettre. On reconnaît bien le film des années 90, enfin 95, ce côté où en fait l'important c'est l'histoire plus que la réalisation, comment la mise en scène, etc. Là, on est sur un film qui est assez brut, qui se passe en plus souvent dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de lumière, où c'est comme tu l'as dit, crade. Enfin, il y a un côté où de toute façon le film, voilà, on est vraiment plus presque dans un. C'est pas un documentaire, mais il y a ce côté un peu où on essaye de nous dépeindre comme si c'était un documentaire. On a vraiment, on voit, on va dire, un échantillon. On voit le microcosme dans lequel les personnages évoluent.
il y a un petit côté retranscription des années 60 et c'est quand même assez bien fait, quoi. Tout à fait. En conclusion sur les drogues, moi, ce qui me marque dans ce film, c'est que il y a l'âge à laquelle ils prennent ces drogues-là, moi, me terrifie quelque part, quoi, parce qu'on est sur des jeunes qui ont 14 ans, qui prennent de l'héroïne alors qu'ils savent même pas faire leur lacet, quoi. Il y a un côté violent, quoi, ultra violent. C'est bien montré dans une scène du film parce qu'ils achètent. Alors, je ne saurais dire c'est quelle drogue, si c'est de l'héroïne ou autre, mais sous forme de comprimés, de pilules, et ils savent même pas laquelle prendre. Quelle est justement. Alors, je suis pas sûr du terme qu'ils utilisent, mais c'est soit analgésique. Voilà, analgésique ou antalgique, je sais plus, je m'excuse, mais ils utilisent un terme pour justement qualifier ce qu'ils souhaitent prendre. Et il y a plusieurs comprimés, un rose, un noir, un bleu aussi, je crois. Ils savent même pas quelle drogue est effectivement ce qu'ils recherchent. Et au final, ils décident d'ingérer un petit peu au hasard pour voir ce que ça fait, parce que leur rapport à la drogue est à ce moment-là totalement décomplexé. Ils cherchent à la fois à se défoncer parce qu'ils ont connu une certaine drogue et ils veulent retrouver cette sensation, et en même temps, ils n'ont absolument pas peur de l'inconnu, de nouvelles drogues, avec leur lot de surprises que ça pourrait apporter. Ils s'en moquent, ils sont totalement désinhibés de ce point de vue-là, et même s'il y a un risque, soit ils en sont conscients, mais ils s'en moquent, parce que justement, le plaisir et le bonheur, en tout cas l'évasion que peut leur apporter cette drogue, les attire plus que le danger potentiel, soit tout simplement ils sont complètement, pas naïfs, mais décomplexés par rapport à ce risque-là, et pour eux, ils ne ressentent pas le risque, et la consommation de drogue est banalisée jusqu'au plus haut point. Ouais, c'est en tout cas un côté assez marquant dans ce film, c'est de se rendre compte que on n'est pas du tout sur des gens majeurs ou quoi, là on est vraiment sur des enfants, et il y a un côté où ils paraissent quand même relativement abandonnés, quoi. Tu vois, je parlais tout à l'heure, je disais que sa mère s'occupe pas trop de lui, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression dans ce film, et surtout pour Mike et pour Pedro, mais qui sont complètement livrés à eux-mêmes, quoi. Donc il y a un côté où on voit une Amérique en fait qu'on voit pas au journal télé. On voit un aspect de la pauvreté, mais pas forcément financière, mais aussi même au niveau des liens familiaux entre les gens, quoi. D'ailleurs, on voit à un moment le frère du personnage de Mickey, qui est un peu plus âgé que lui, qui, plus ou moins, on comprend que il deal des voitures, enfin, il vole des voitures pour les revendre et se faire de l'argent. Donc, lui aussi est plus ou moins un délinquant de ce point de vue-là. C'est vraiment toute la famille qui est dans une spirale négative. Oui, mais c'est d'ailleurs le frère qui lui casse le bras. Enfin, on comprend aussi à ce moment-là pourquoi Mickey aussi est un personnage qui est spécial. C'est on se doute que au niveau famille et au niveau je veux dire contexte familial. Ouais, c'est ça, il n'a pas été gâté, et donc forcément, hein, en tout cas, c'est tout ce contexte, effectivement, comme tu dis, il fait assez froid dans le dos, quoi. C'est un côté où on voit bien que
le côté Amérique, tu vois, où tout est possible. Mhm. Quand tu vois ce genre de choses, tu peux quand même assez rapidement te dire que voilà quoi, il faut voir jusqu'à quel point ça peut dégénérer quoi Tout à fait. dans Tout leur à fait. dans leur mode de vie quoi. C'est un film voilà qui laisse pas indifférent je pense Ah non. Non, non, non. en tout cas et qui peut quand même montrer une certaine réalité dont on ne parle pas trop quoi. Bien sûr. Le film il est vraiment porté par Leonardo DiCaprio, qui est jeune. Franchement, dans le film, ça fait drôle d'ailleurs Ah ouais. de voir ses traits. Il a vraiment des traits, tu vois qu'il est C'est c'est avant Titanic. C'est avant Titanic. ouais, C'est vraiment le DiCaprio. Alors aujourd'hui, c'est facile, c'est presque facile de dire ça, mais par rapport à son interprétation, on voit tout de suite quel talent il a et que si effectivement il doit avoir la carrière qu'il doit avoir, ce sera un grand acteur. bah, c'est ce que j'allais dire. C'est même avant le film La Plage. Je crois que en fait il y avait eu très peu de films. T'as Gilbert Grape. Gilbert Grape, tout à fait. C'est Basketball Diaries, c'est son 2 ou 3e film. C'est son deuxième film, ouais, il me semble que c'est ça. Et déjà dans ce film-là, il démontre une panoplie de- d'émotions Troisième. et, euh, et de rôles. Ouais, troisième, bah, Il a qui joué est dans impressionnant. Rimbaud. Il a joué aussi dans Rimbaud juste avant. Il fait Gilbert Grape, Rimbaud et Basketball Diaries. Ah, mais Et en plus, ce film, Rimbaud et Verlaine, il est très très bien aussi. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. non, mais C'est j'en ai un... entendu que des échos positifs. Et moi, c'est l'un, si ce n'est mon acteur favori, DiCaprio. Et non, non, j'ai beaucoup apprécié sa performance. euh, et on voit effectivement qu'il donne une, un côté, bon, dû à son âge, hein, mais juvénile au personnage. On sent vraiment, c'est vraiment, donc bien entendu, le rôle principal du film. Et quand on voit justement la noirceur qu'il donne au personnage quand il est en phase de manque, c'est vraiment impressionnant. Il y a même un côté justement euh, maquillage à mettre en lumière parce que le teint livide, les yeux justement creusés comme ça, il y a vraiment un travail très, très intéressant du maquillage par rapport à ce côté justement dépravé entre guillemets des personnages quand ils sont en phase de manque, qu'on voit dans l'évolution du film qui est vraiment très intéressante. Et mention aussi spéciale à Mark Wahlberg qui est aujourd'hui devenu l'acteur qu'on connaît, qui dans son rôle, le personnage de Mikey est aussi très très intéressant. Il joue le rôle clairement du personnage dur, de celui qu'on va détester, mais il le joue très bien. Et puis non non, il y a aussi effectivement Juliette Lewis, tout ça, qui est une actrice qui était déjà référencée avant de jouer ce rôle et qui aujourd'hui, enfin même après ce film, a continué d'être référencée. Le casting est vraiment, alors à l'époque peut-être pas, mais aujourd'hui quand on regarde le casting, il fait vraiment très belle affiche par rapport au film, qui lui, pour le coup, malheureusement, n'a pas la portée, ou en tout cas la renommée qu'il devrait avoir, parce que c'est un film très très intéressant avec des thématiques fortes et on le liste trop peu, on le cite trop peu lorsqu'on parle de grands films ou en tout cas de films à visionner dans la carrière des acteurs présents au casting. Ah, mais tu as raison là-dessus, hein. C'est un peu un film de l'oubli. Il y a, il y a-
c'est sûr que quand on va parler de Mark Wahlberg ou de Leonardo DiCaprio, on va pas nécessairement tout de suite avoir en tête Basketball Diaries, C'est ça. mais clairement, dedans, il y a un beau panel d'acteurs et surtout, je trouve qu'il y a vraiment un choix de casting qui est très bon, quoi. Et du coup, on a des personnages, on est dans une histoire qui paraît totalement réaliste et crédible, en fait. Il y a vraiment, enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas eu d'éléments qui m'ont fait sortir du film ou quoi, où je me suis dit, ah non, là, c'est exagéré ou quoi. Et moi, en tout cas, ce qui m'a, enfin, si vraiment il y a un sujet qu'il faut mettre au-dessus des autres dans ce film, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est voir à quel point l'être humain, dans sa déchéance, est capable de se rabaisser et de ne plus se respecter. Enfin, Bien sûr. il y a un côté qui effectivement fait assez froid dans le dos, quoi, de se dire que, en fait, quand on voit ça de notre point de vue, on se dit qu'on le ferait pas, mais en réalité, c'est, il y a que, enfin, ces comportements-là, je pense que n'importe quel dépendant à ces drogues-là aurait ce comportement-là. Il y a vraiment quasiment plus de réflexion, je pense, au niveau du cerveau. C'est quasiment plus que des réflexes pour essayer d'avoir uniquement ce qu'ils veulent. Enfin, donc il y a un côté très sombre, quoi, dans cette vision, en tout cas, de l'humain, quoi. C'est vraiment une partie très sombre, comme tu dis, quoi. Et c'est en tout cas très bien incarné, je trouve, par Leonardo, quoi, qui, même s'il est jeune, c'est pas trop surjoué. Il y a bon, peut-être que il y a des fois où certains diront que c'est peut-être un peu exagéré ou un peu surfait dans son interprétation, mais moi je trouve que vraiment il y a Bah, il y a un côté réaliste, quoi. j'ai pas trouvé de moment où effectivement je le trouvais dans le surjeu, hein. Le côté effectivement comme ça, dépendance, personnage en manque, on l'a déjà vu dans d'autres œuvres et hélas, on sait que malheureusement, de tels comportements et de telles, on va dire, de telles, on va dire, mines, de telles, justement, enfin, je vais pas dire caprices, mais des doléances comme ça de personnages qui sont en manque, qui sont prêts à tout, comme tu dis, dans une espèce d'instinct de survie pour la consommation de drogue, sont prêts à tout. Non, non, moi, en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Non, mais après, je disais de manière générale, je pense qu'il y a probablement que des gens critiqueront la prestation, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment c'est bien tenu et le film, voilà, même s'il est de 95, il n'a pas vraiment vieilli, quoi. J'allais embrayer là-dessus. J'allais dire, le film est toujours d'actualité. Il est transposé aux années 60, mais il aurait pu être également pour les années 80, 90, voire même de nos jours. Écoute, je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets, hein, donc Tout à fait. on va peut-être passer maintenant au bonus de l'émission. Je pense que tu connais un peu le système. Bien sûr. Le bonus, c'est 3 questions, dont la dernière qui est plus ouverte,
la première question, c'est de me donner en fait un film ou une série ou une chanson qui parle de drogue et que tu voudrais mettre en avant, enfin en tout cas faire découvrir. Alors, moi, j'ai pensé à une chanson quand effectivement tu m'as donné ce thème. Ce serait la chanson qui a pour titre Ganjaman l'artiste euh, de l'artiste Alphonse, une chanson de 2015. Alors, c'est une chanson un petit peu électro, voilà. C'est assez rythmé, mais si tu veux, dans ses paroles, ça traite d'un personnage qui serait c'est un petit, ça traite d'un personnage fictif, hein, puisque il évoquait aussi c'est des paroles en anglais, mais on dit que on l'appelle Ganjaman, c'est le plus grand homme d'Azkaban, donc en référence à la prison dans Harry Potter. Et en fait, ça traite effectivement d'un vendeur, dealer de cannabis au sein des paroles. Voilà. C'est une musique de 2015, donc Ganjaman de l'artiste Alphonse. Ok, bah écoute, c'est noté. Je mettrai de toute façon en incruste une petite image de la chanson. Je pourrais peut-être pas la mettre à cause de YouTube et les droits d'auteur, mais en tout cas, Ganjaman, c'est noté. On va passer maintenant à ton stupéfiant. Donc, c'est ton film qui parle de drogue préféré, ou en tout cas que tu aimerais aborder. Alors moi, pour le coup, en ce qui concerne mon stupéfiant, j'ai pensé à un autre film où on trouve Leonardo DiCaprio, qui est donc un de mes acteurs favoris. Alors, c'est pas le thème central du film en question, mais on voit que de la même manière, son effet a une incidence sur le personnage, c'est le Loup de Wall Street, avec clairement le personnage de Jordan Belfort qui, pour le meilleur, parce que ça lui permet de tenir, de se stimuler dans justement son travail, ou en tout cas dans ses combines mafieuses et surtout illégales de la finance. Mais c'est aussi finalement, il entre dans une dépendance où, je crois que c'est au Xanax, il ne peut tout simplement pas faire sans, sinon il n'est pas productif et petit à petit justement, il tombe dans une dépendance et c'est ce qui va, en plus des, bien entendu, ennuis judiciaires, va le conduire à sa perte et à une fois n'est pas coutume, manger à un moment son pain blanc et se faire rattraper par la justice. Voilà, le Loup de Wall Street pour ma part. Bah écoute, très bon choix. Hein. J'ai fait un entretien sur le film avec Querelle et on en a longuement discuté. C'est vrai que, en tout cas, Leonardo DiCaprio, bah, il a deux films qui parlent de drogue. Au minimum. Alors, ce n'est pas de la drogue, même si on... Dans Verlaine, ils prennent de la drogue parce qu'ils mangent en fait du cannabis, si je me trompe pas. Pour le coup, je ne l'ai pas visionné. Ils mangent des espèces de gâteaux dans lequel il y a du cannabis et dans la plage aussi, si je me rappelle bien, quand ils arrivent sur la plage, il y a des champs de cannabis et donc ils fument aussi. Et c'est aussi un peu pour ça qu'ils pètent les plombs et je sais pas si tu l'as vu le film La Plage. Alors, je l'ai vu, mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps et j'ai quasiment plus aucun souvenir. Il faudra que je le revoie. Et pour le coup, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est pas de la drogue, c'est de l'alcool, mais il y a à nouveau effectivement une œuvre où son personnage est dépendant à un mal. Et dans le Loup de Wall Street, de la même manière que dans Basketball Diaries, son personnage est totalement incarné. Hein. Pour moi, c'est l'une, si ce n'est sa performance d'acteur que je préfère au cinéma. Ah bah elle est dans le Loup de Wall Street, sa performance, elle est incroyable. C'est vraiment stupéfiant. On va passer du coup à ton fait tourner.
Donc là, c'est ta carte blanche, en fait, où tu peux mettre en avant ce que tu veux, enfin, d'autres podcasts ou d'autres youtubeurs ou un film. C'est vraiment, c'est toi qui vois. Ben, pour le coup, quitte à faire, entre guillemets, malheureusement, redite par rapport au début de l'émission, mais j'aimerais mettre en avant la bienveillance de la communauté cinéma YouTube. Moi, je suis tout récent sur YouTube, au travers tant de ma chaîne que des interventions que je peux faire sur les lives d'autres confrères. Et il y a eu un accueil qui m'a été réservé, avec une confiance qui m'a été accordée par chacun des youtubeurs avec qui j'ai pu échanger ou entre guillemets collaborer, dont tu fais partie, cher Rodo. Donc je voulais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance. Donc toi-même, Ciné-Série Galaxy, donc chaîne tenue par Julien, Nico Ciné, chaîne tenue par Nico, qui au-delà de YouTube est une personne que j'ai rencontrée et avec qui j'échange même en dehors, et qui est vraiment une personne exceptionnelle, un mec en or. Il y a également le Guide Barbu, qui a sa chaîne YouTube qui est proche d'approcher les 300 abonnés. Et j'espère que d'ici la sortie de notre entretien, le palier aura explosé. Le Voyageur du cinéma, avec qui j'ai changé par message interposé avant même d'avoir ma chaîne, et qui m'a même poussé à me lancer. J'étais vraiment de ceux qui échangeaient avec lui dans les commentaires. Je lui ai dit que j'hésitais à me lancer. Il m'a toujours poussé, et quand il a vu que je m'étais enfin lancé, il a jamais hésité à me donner quelques coups de pouce. C'est vraiment un mec en or, voilà. Je peux citer ensuite pêle-mêle Jonathan Asia, Captain Critique, des mecs comme ça, Jules Melon, voilà, qui fait lui aussi essentiellement du fast cam, mais sans montage, hein. Je me retrouve un petit peu dans son contenu, même si lui fait du fast cam et moi du podcast. C'est vraiment des choses pris un petit peu sur le moment de la réaction, où on essaie d'analyser sans effet de montage grandiloquent. Donc je m'y retrouve un petit peu dans son contenu. Voilà, c'est le maître mot de ce fait tourner, ce sera la bienveillance de la communauté cinéma YouTube française. Et ben, ce que je te propose, c'est d'arrêter là et Aucun souci. de remercier en tout cas toi pour ta participation, mais aussi tous les gens qui vont écouter ce film. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je suis ciné, vraiment, c'était très cool. Merci pour cette on refera ça si ça te dit. Aucun problème. Et puis, écoute, bonne continuation à toi, et j'espère de plus en plus de podcasts. Il y en aura, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Rodo. Merci à ceux qui écouteront ce podcast et à cet entretien, pardon, et le commenteront. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous, et à très bientôt, Rodo. Salut. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.